Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma thèse d'investissement sur la junior pétrolière Maurel & Prom. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en joignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses, et on commence tout de suite avec la thèse d'investissement sur Maurel & Prom. Maurel & Prom, c'est une junior pétrolière qui est plutôt positionnée dans l'upstream, c'est-à-dire l'exploration et la production. Le reste n'est pas intégré verticalement, donc elle ne fait pas de raffinage et de distribution. Elle a 4 activités principales, donc acquisition ou exploration d'actifs. Alors, acquisition d'actifs ou exploration. Donc, acquisition d'actifs, c'est-à-dire prise de participation dans des champs pétroliers, gaziers. Prise de participation dans les sociétés qui exploitent des champs pétroliers ou gaziers. Exploration également, en acquérant des droits d'exploration dans des zones et en réalisant l'activité d'exploration. Il y a donc l'activité de développement, donc la planification et l'exécution de la mise en production des actifs, donc mettre en exploitation des champs d'actifs gaziers ou pétroliers. La production, donc du coup le maintien en condition opérationnelle des champs gaziers pour l'extraction, des champs gaziers ou pétroliers, et donc du coup l'extraction de la matière première pour ensuite la vendre. Et la gestion du portefeuille d'actifs, donc là c'est plutôt l'optimisation de l'exploitation, l'optimisation financière aussi de l'exploitation des différents actifs qu'elle possède. Donc la clé de la stratégie de Maurel & Prom, c'est vraiment la discipline opérationnelle pour bien maîtriser les coûts, et la discipline financière et également pour bien allouer le capital entre les différents actifs pour maximiser la production. A noter aussi que à toute fin 2024, Maurel & Prom a pris une participation dans un champ photovoltaïque en Angola, donc c'est une diversification énergétique, puisque son cœur d'activité c'est plutôt la production de pétrole et de gaz, mais elle se diversifie maintenant également dans la production d'énergie photovoltaïque. Espérons qu'elle ait un destin différent de celui de Ruby avec Photosol, qui opère plutôt en Europe, donc c'est pas comparable à l'Angola, c'est très ensoleillé, donc à mon avis. Et en plus, Maurel & Prom prend une participation minoritaire, donc moins de risques dans le cadre de cette activité comparée à celle de Ruby. Si on regarde comment est réparti le chiffre d'affaires de Maurel & Prom, alors 87% de production de pétrole, 10% de production de gaz et 3,4% d'activité de forage. Donc on voit l'entreprise va plutôt être dépendante du prix de la matière première, du prix du pétrole, très dépendante du prix du pétrole. Et son pays d'opération principal est le Gabon pour le chiffre d'affaires. On parle, donc elle opère en Gabon, Angola et Tanzanie pour ce qui est de la production. Et après elle a des participations, on va le voir dans la suite, dans d'autres actifs qui sont situés ailleurs qu'en Afrique. Donc on voit qu'il y a, elle opère quand même dans des zones où il y a du risque d'instabilité politique. Notamment il y a eu un coup d'état en 2023 au Gabon, mais ça c'est bien résolu pour Maurel & Prom. Donc ça c'est bien sûr quelque chose à prendre en compte dans le dossier, l'exposition forte à l'Afrique, et peut-être qu'aussi les multiples reflètent ce risque géopolitique. Si on regarde ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 en termes d'évolution de la production, on voit que on est sur une hausse de la production de 10%, puisque l'entreprise elle continue à développer son activité, donc elle continue à augmenter ses capacités de production, donc ça c'est plutôt bon signe. En revanche, le prix de vente entre 2022 et 2023 a baissé de 19%. Pour le gaz c'est 7%, mais on est vraiment beaucoup plus dépendant sur ce dossier du prix du pétrole. Donc au global le chiffre d'affaires ne progresse que de 1%. Alors il est en décroissance sur la production de pétrole et de gaz à cause de la baisse des prix, mais l'entreprise a également d'autres activités, donc l'activité de forage qui rapporte aussi de l'argent un peu, et le marketing d'huile pièce partie. Donc là c'est la vente de pétrole pour d'autres opérateurs qui sous-traitent cette partie commercialisation sur laquelle Maurel & Prom a du savoir-faire. Donc ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Ce dernier élément, au traitement de décalage d'enlèvement, là c'est un ajustement comptable pour différencier
la vente, en gros la reconnaissance de revenus par rapport au stock extrait des différentes zones de production. Donc là c'est plutôt l'ajustement comptable. Voilà, donc on est plutôt sur les stabilités du chiffre d'affaires. Maintenant c'est une activité qui est assez cyclique donc il faut s'y attendre à des variations, il n'y aura pas une augmentation linéaire du chiffre d'affaires. Comme je le dis ici, donc l'entreprise est fortement dépendante du prix de la matière première et du coup ça se reflète sur son chiffre d'affaires. Ça c'est un diagramme que j'ai fait pour simplifier la visualisation de l'allocation du capital. Donc ce que doit faire le groupe, c'est maintenir les actifs existants en conditions opérationnelles, donc ça sous-entend dépenses en capital de maintenance, trouver et développer les nouveaux actifs, donc ça va être l'exploration, donc ça c'est plutôt du dépenses en capital de développement, d'expansion, et acheter des nouveaux actifs, donc là ça c'est du fusion-acquisition, et s'il y a besoin on peut utiliser de la dette pour acheter des nouveaux actifs ou prendre des participations dans d'autres entreprises. Donc on voit ici l'allocation du capital telle que moi je la comprends, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est ma vision des choses. La génération de cash flow opérationnel via les actifs existants permet d'auto-financer les capex de maintenance. Les dividendes qui sont aussi obtenus des diverses participations donc permettent aussi de financer l'exploration, l'acquisition de nouveaux actifs et de reverser du cash aux actionnaires. Il y a d'ailleurs, enfin, les trois flèches là englobent toute cette partie-là. Hein, donc les dividendes, les cash flows opérationnels permettent d'alimenter toutes ces différentes dépenses donc capex de développement, capex acquisition via du M&A et redistribution aux actionnaires. Bon, voilà, le trading compte de tir aussi, générateur de cash flow, ça je sais pas si c'est une activité qui est récurrente ou ponctuelle parce que ça apparaît pas dans le continuellement, régulièrement dans les différentes publications cette activité, donc c'est peut-être une nouvelle activité. Et si besoin on peut utiliser de la dette aussi pour faire l'acquisition de nouveaux actifs. Les risques, j'en ai parlé déjà. Le principal, hein, il y en a pas mal de risques sur le dossier, mais le principal c'est l'exposition à l'Afrique, notamment au Gabon, donc risque géopolitique, qui est risque politique. On est aussi exposé au Venezuela via une participation. Donc là pareil, hein, en plus il y a des sanctions américaines sur cette zone du monde, donc là ça c'est à prendre en compte. Et donc qu'est-ce qui peut se passer sur les différents actifs? Eh bien on peut être exproprié sans dédommagement, donc ça peut être problématique. Il y a aussi potentiellement des contrôles de change qui peuvent être mis en place, des sanctions économiques, ça c'est pour le Venezuela mais aussi pour l'Afrique, et à chaque fois il faut potentiellement renégocier des accords d'exploitation avec les gouvernements qui sont en place. Illustration, en 2023, il y a eu un coup d'état au Gabon, et finalement ça s'est bien résolu pour le groupe, mais ça peut moins bien se passer dans d'autres cas. La répartition du capital est très dominé par PIEP, donc c'est Pertamina, c'est la compagnie pétrolière nationale indonésienne qui est actionnaire à hauteur de 71%, donc domine tous les autres investisseurs. C'est un avantage et un inconvénient. Donc l'avantage c'est que le groupe a le soutien financier de sa maison mère, donc ça c'est très bien pour si elle a besoin de s'endetter, elle peut le faire en passant par sa maison mère par exemple. En revanche, ça peut être un désavantage si l'actionnaire principal ne tient pas en compte des intérêts des minoritaires, si les intérêts ne sont pas alignés notamment. Jusqu'à présent c'est le cas, donc espérons que ça continue comme ça. Mais c'est à prendre en compte également dans la thèse d'investissement. Allez, maintenant on se penche sur les taux de marge. Le taux de marge brut, il y en a pas en fait, puisqu'il n'y a pas d'intrant. Il faut regarder le compte de résultat de Morel Prem, c'est un peu particulier, mais le taux de marge brut est à 100%. Il n'y a pas de coût des intrants. On commercialise directement la production extraite. Par contre, le taux de marge d'EBITDA est très élevé, à 52%, autour d'une médiane à 48,5%, donc ça c'est très bon. L'entreprise a une excellente efficience opérationnelle, alors que c'est une activité cyclique. Le taux de marge net actuellement est aussi au plus haut absolu à 32,5%, notre médiane à 11%. Qu'est-ce qui vient améliorer cette marge nette depuis quelques années? Le désendettement, donc il y a eu un désendettement à marche forcée depuis 2020. Ça baisse les frais d'intérêt. Et il y a des dividendes également. Enfin, pas des dividendes, il y a des résultats mis en équivalence dans les sociétés dans lesquelles
Morel Prom détient des parts. Donc on touche aussi une partie des bénéfices. C'est pas si on part à but de langage. Dans le compte des résultats, il y a la quote-part des bénéfices qui revient à Morel Prom, et ces bénéfices sont records dans les diverses participations que l'entreprise a. Donc ça c'est plutôt bien, mais maintenant est-ce que ça va être quelque chose qui va rester à ce niveau-là? Peut-être pas, vu que le pétrole est très cyclique. On peut s'attendre à ce que ça redescende. Donc là actuellement on est sur un point haut au niveau de ces résultats. En tout cas, notez, c'est que le taux de marge opérationnel, lui, par contre, est très stable, et ça, c'est plutôt bon. Donc, on est sur une entreprise quand même qualitative. Est-ce que on a des bénéfices nets qui se convertissent bien en free cash flow? Sur 10 ans, c'est pas du tout le cas. Sur 10 ans, on a des pertes cumulées. Le profit de la société a changé. Donc, d'abord, pour comprendre pourquoi il y a eu des pertes, on voit que en 2019-2020, donc c'est l'échelle est dans ce sens-là, on a eu de fortes dépréciations. Donc il y a peut-être des actifs qui ont finalement été dépréciés au bilan, ce qui fait qu'on a une perte comptable, mais c'est pas une perte en termes de free cash flow, ce qui explique que d'ailleurs les free cash flow ici soient positifs sur 10 ans. Donc finalement c'est pas très très grave cette dépréciation. Et si on se remet sur 3 ans, on zoome un peu, on voit qu'on a à peu près la même chose entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc là-dessus, il y a aussi une bonne conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est plutôt bon. Maintenant, c'est le cas que depuis 3 ans, et depuis 3 ans, on est sur un cycle haussier sur le pétrole. Donc, à voir quand on sera sur un cycle plutôt baissier, est-ce qu'on a la même chose qui continue ou pas. En termes de rentabilité opérationnelle, on voit qu'on est sur, habituellement sur 10 ans, on est sur une médiane de 3% à peu près, c'est ridicule. En revanche, à partir de 2021, on est vraiment sur une phase haussière sur la rentabilité opérationnelle. À l'heure actuelle, on est sur du 12,5, ce qui est très bon. Ça veut dire que l'entreprise pourrait autofinancer une croissance de 12,5. C'est pas un secteur qui a une aussi forte croissance, donc ça permet de générer des free cash flow qui peuvent servir à acheter d'autres entreprises, d'autres actifs, ou rémunérer l'actionnaire. Donc ça c'est plutôt bon en termes de ROIC. Maintenant c'est cyclique également. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera plutôt dans un bas de cycle? Ça reste à voir. Globalement, on est sur une entreprise qui a bien su tirer parti du boom énergétique post-2022-2023, où le pétrole est allé jusqu'à 120 dollars. Elle a tiré parti de ce boom pour se désendetter, bien redresser la rentabilité opérationnelle et capter des parts de marché. On est actuellement sur des niveaux records sur les marges et la rentabilité. On va voir si ça se poursuit par la suite, et si la valorisation est pas trop, prend bien en compte le fait qu'on soit sur ces niveaux records là ou pas. Penchons-nous maintenant sur le bilan de Morel Prom. On va très rapidement regarder un élément clé, c'est qu'on a pas mal d'immobilisation corporelle au bilan, donc c'est quand même pas mal. Ça fait une marge de sécurité sur laquelle s'appuyer si y a des problèmes sur la rentabilité de l'entreprise. Et là, des actifs monétisables sont les participations notamment, mais aussi tout ce qui est l'outil industriel qui permet d'exploiter le pétrole. Il y a aussi pas mal de cash au bilan, et on a aussi un endettement qui est à hauteur de 20% des capitaux propres, endettement brut. On verra par la suite qu'un endettement net est nul en fait. Donc ça c'est plutôt très bon. Le groupe a un bilan sain, on est peut-être sur un cycle baissier qui commence sur le pétrole, et le groupe n'est quasiment pas endetté. Donc ça c'est très bon. Ce qui est bien, c'est que l'entreprise réussit à ne pas être trop endettée, tout en continuant à investir dans son outil industriel, donc continuer à développer pour augmenter les volumes de production. Donc ça c'est très bon. On peut voir que les capex sont plus élevés depuis 2021 par rapport aux dépréciations, donc l'entreprise investit plus que pour faire de la maintenance sur son outil industriel. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'entreprise est positive sur ses perspectives et sur l'expansion de l'activité. Donc ça c'est très bon. Ce qui est bien aussi avec Morel Prom, c'est que dans le document d'enregistrement universel, il communique des guidance, des perspectives en fonction du prix du baril, qui est finalement le prix le plus important, puisque c'est là où l'entreprise fait la majeure partie de son activité. On est sur 2024, on était plus proche de 80 dollars que 70 dollars. Donc ce qui nous donnerait 280 millions de dollars de cash flow opérationnel. En plus, on aurait, d'après leurs prévisions, 90 millions de dollars de dividendes, grâce aux participations dans les autres
d'entreprise. Donc pas mal, hein. Si on table sur une estimation conservatrice, on serait sur 200 millions de dollars de free cash flow pour l'année complète. Ce qui est un niveau assez élevé. C'est pas le plus élevé mais de ces dernières années, mais c'est quand même un niveau assez correct. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la valorisation, donc on n'a pas de dette au bilan, on peut valoriser l'entreprise du coup en price to free cash flow, et ce qu'on voit c'est que le marché est radin avec cette entreprise parce que il y a le risque géopolitique, hein, et en plus c'est une activité qui est très cyclique, qui dépend beaucoup du prix du pétrole. Donc évidemment que le marché ne va pas mettre des multiples très élevés sur l'entreprise. À la date de réalisation de cette thèse d'investissement, on était sur un price to free cash flow de 6. La médiane c'est 7,6 sur 10 ans. Donc il y a quand même une décote de 30%, à peu près, un peu moins. Donc ça c'est pas mal pour la marge de sécurité. Si on normalise les free cash flow, moi je prendrais plutôt une normalisation des free cash flow sur 5 ans, plus que sur 10 ans, puisqu'on a vu que le groupe s'est bien adressé depuis 2020. On serait valorisé à l'heure actuelle 9 fois les free cash flow, médian 5 ans. Donc si on se dit que un ratio raisonnable sur cette métrique c'est 10 fois, on est aussi décoté. On est décoté de 10 à 15% par rapport à ça. Donc pour moi il y a quand même une marge de sécurité sur l'entreprise. Maintenant si on valorise par rapport à une métrique qui est spécifique au secteur qui sont les réserves prouvées et probables, on est sur donc 1P c'est réserves prouvées, donc c'est des réserves où on a 90% de chances de pouvoir exploiter la zone, l'actif. On serait sur une valorisation à 9 $ par baril, donc le prix du baril est plutôt proche des 80 $, ce qui est quand même pas très cher payé. Et sur les réserves prouvées et probables, donc probable c'est il y a moins de chances que ça soit exploitable, c'est 50% de chance. On est sur toutes ces réserves, on serait sur 5,5 $, le baril. Donc c'est pas très cher payé. J'ai pas trouvé de comparaison avec d'autres acteurs. Donc si vous avez ça, je serais ravi de le voir en commentaire. Ça m'aiderait à comparer. Mais je pense qu'en absolu c'est quand même pas très élevé comme valorisation. Passons au retour aux actionnaires. Donc si on compare toujours par rapport au free cash flow, c'est ce qui sert à rémunérer l'actionnaire, on voit que on est sur un dividende qui est pas très élevé, 50 millions de dollars de dividende. Soit dit en passant, ça fait quand même un rendement du dividende à 5%, entre 4,5 et 5%, donc c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui est en phase de rente, et qui en plus veut un dividende bien couvert. Maintenant, bien couvert, ça dépend, parce que les free cash flow peuvent varier beaucoup. Là, en 2021, le free cash flow était assez bas. Ça va dépendre des années, quoi. Donc le dividende ils peuvent le couper à tout moment si y a un retour du prix du pétrole vers les 60-50 $. Dans ce cas-là, le dividende il faudra pas compter dessus. Donc c'est du bonus, on va dire. En ce qui est de la dilution, il n'y a pas de rachat d'actions, ça le mériterait peut-être à ce niveau de valorisation. Il y a un peu de dilution, et quand on regarde dans le document d'enregistrement universel, c'est l'attribution d'actions gratuites aux salariés. Il y a eu d'après le groupe, il y a eu 1,5% de dilution sur les quelques dernières années. Bon, ça serait bien que le groupe rachète ses actions si il a un excès de free cash flow. Pour conclure cette analyse, donc on est sur un dossier qui est risqué, je l'ai dit, un dossier qui est cyclique, puisque la commodité, le pétrole et le gaz sont cycliques. Donc c'est normal que le marché ne valorise pas très cher l'entreprise. Maintenant, la rentabilité est record ces dernières années. Est-ce que ça sera le cas pour les prochaines années? Ça reste à voir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une marge de sécurité sur les multiples accordés au groupe, et que le marché est un peu trop pessimiste sur le multiple accordé appliqué sur le groupe. Donc, voilà. Moi, je commence à ouvrir une position, et je vais suivre le dossier et les différentes publications, ainsi que les publications des concurrents. Et il y aura une playlist sur la chaîne pour pouvoir suivre tout ça. Et c'est tout pour cette analyse. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne, et dites-moi ce que vous pensez de Morel et Prom en commentaire. À bientôt.